Bonsoir à tous, bonsoir, je suis Franck Desroches, le directeur général de l'Alliance française de Paris, et je vous souhaite la bienvenue à tous qui nous écoutez, nous suivez quasiment des quatre coins du globe, puisque ce soir on nous suit depuis l'Algérie, bien évidemment, qui est à l'honneur, depuis le Maroc, depuis la France, bien sûr, le Burkina Faso, le Canada, nous avons des gens en Inde que je salue, en Italie, en Allemagne. Je vais jamais pouvoir citer les 42 pays d'où vous provenez tous, et je vous remercie en tout cas infiniment d'être avec nous ce soir pour cette inauguration. Nous inaugurons la 4e saison de notre série Je viens de loin, j'écris en français, qui est animée avec tout le talent que nous lui connaissons par Bernard Magnier. Je le remercie beaucoup. Je remercie Bernard de sa fidélité au fil de ces années. Soirée que nous organisons avec le soutien de la Fondation des Alliances françaises et le soutien de l'Institut français à Paris. Je salue Frédéric Jagu qui nous permet d'organiser ces soirées avec vous et bien sûr nos collègues de l'Institut français d'Algérie. Nous avons le grand bonheur ce soir d'inaugurer cette 4e saison avec Abdelkader Djemaï et Mohamed Aïssaoui, que je remercie également infiniment de leur présence ce soir dans la froideur de Paris. Mais je sais que vous allez ce soir, messieurs, réchauffer nos cœurs. Donc merci à tous de votre présence. Sans plus attendre, je vais céder la parole à notre collègue Anis Mezaour, qui est à Alger, à l'Institut français. Merci encore à l'Institut français en Algérie pour son soutien et surtout très belle soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir cher monsieur Desroches, je vous remercie de cette invitation. Bonsoir aussi à Frédéric Jagu et à messieurs Magnier, Aïssaoui et Djemaï. Je tiens à vous remercier au nom de l'Institut français d'Algérie pour cette belle collaboration entre l'Alliance française et l'Institut français, ainsi qu'à souhaiter la bienvenue donc à tous les participants. Nous avons le plaisir de compter sur la participation ici des 5 antennes du réseau algérien d'Institut français. Alors, je suis Anis Mezaour, je suis responsable du débat d'idées au sein de l'Institut français d'Algérie. Et donc, on se retrouve ce soir pour ce très beau titre, Je viens de loin, j'écris en français. C'est un beau titre qui présage bien du voyage littéraire que nous nous apprêtons à vivre grâce à vous. En parlant de littérature, il est important, je crois, de rappeler la richesse de la tradition littéraire algérienne d'expression française. Cette année, nous célébrons le centenaire de Mohamed Dib, qui est considéré comme le père de la littérature algérienne d'expression francophone. On célèbre aussi les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. D'ailleurs, au sein de l'Institut français d'Algérie, on le célèbre à travers de nombreuses activités réunies dans le cadre du cycle francophone 2020. J'invite tout un chacun à consulter la chaîne YouTube de l'Institut français d'Alger et notre site afin de suivre de près ces... Cher Abdelkader Djemaï, nous avons eu le plaisir de vous accueillir lors du Salon international du livre d'Alger en 2018. C'était un grand et beau moment de partage avec le public et les lecteurs. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que Mohamed Aïssaoui est en lice pour le choix Algérie du prix Goncourt 2021. On aura peut-être, et je l'espère, la chance et l'honneur de vous recevoir en tant que lauréat. En tout cas, nous aurons la réponse en juin prochain. Alors, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Je vous souhaite une très belle rencontre. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour les questions du public.
Et je vous cède, cher Monsieur Magnier, la parole. Merci. Merci. En français, nous avons reçu une vingtaine d'auteurs. Nous nous sommes promenés de l'Afghanistan à la Pologne, de l'Argentine au Liban, en passant par la Syrie, la Tunisie, le Vietnam, le Japon, l'Inde et ce soir l'Algérie. Alors, je m'adresse déjà à tous les téléspectateurs. N'hésitez pas à interagir avec l'équipe sur le chat. Flore, Cerise sont là pour vous accompagner à distance. Vous pouvez également poser des questions grâce à l'onglet que vous avez sur votre écran. Elles seront transmises aux deux invités dans la deuxième partie de la rencontre. N'hésitez pas surtout à couper le son des notifications en cliquant sur la petite cloche. Ça vous évitera un petit bruit qui est assez gênant au cours de la rencontre. C'est pour vous, pas du tout pour nous. Ce soir, l'Algérie avec deux auteurs qui ont des itinéraires parallèles, mais une chronologie différente. Je m'explique, tous deux sont nés en Algérie. Abdelkader Djemaï est né en 1948 à Oran, Mohamed Aïssaoui en 1964 à Alger. Ils sont tous les deux venus en France, Mohamed à l'âge de 9 ans et Kader Djemaï en 1993, il y a un peu plus de 27 ans. Tous deux sont journalistes. Abdelkader Djemaï a commencé sa carrière par le journalisme, puis s'est rapidement consacré à l'écriture de fiction. Aujourd'hui, il est écrivain. Mohamed continue sa carrière de journaliste. Il est actuellement critique littéraire au Figaro littéraire. Sur les œuvres, je ne vais pas citer vos 30, presque 40 livres publiés à une main ou parfois à plusieurs, mais je citerai quand même Saison de pierre, parce que c'est le premier, 1986, publié par la SNED en Algérie. Je citerai le premier publié en France aussi, un été de cendres, c'était en 1995. Et puis après, quelques-uns des livres que nous verrons, citerons. Vous avez publié Camping, qui évoquait l'enfance et puis ce microcosme que peut représenter un camping. Vous avez publié aussi Gare du Nord, cette fois on passait la Méditerranée, et vous intéressiez à l'émigration, vous retourniez de l'autre côté avec une ville en temps de guerre, c'était évidemment pendant la guerre d'Algérie, et c'était la ville d'Oran dont il s'agit. Et puis, tout dernièrement, deux livres qui ont été publiés à 3 ans d'intervalle. En 2016, celui-ci, une sorte de biographie presque vraie, tel est le titre, la vie presque vraie de l'abbé Lambert, un homme qui a eu un parcours pour le moins extraordinaire. On expliquera le mot extraordinaire tout à l'heure. Et enfin, le dernier publié, Le jour où Pelé. Mohamed Aïssaoui, de votre côté, vous avez publié 5 livres. Tout d'abord, deux récits, deux enquêtes. La première consacrée à l'esclave Fursi, l'affaire de l'esclave Fursi, on le détaillera aussi un petit peu tout à l'heure. Un deuxième livre au titre aussi parlant, L'étoile jaune et le croissant. Un livre d'humour, ou plus exactement une sorte d'anthologie, comment dit-on humour en arabe, et puis enfin, ce livre qui vient de paraître là cette année, votre premier roman, Les Funambules. Je commencerai par une question et je vous interrogerai sur, j'ai envie de vous interroger sur vos 15 ans. L'un et l'autre, remontons un tout petit peu en arrière. Abdelkader, à 15 ans, l'Algérie indépendante à 1 an, vous avez 15 ans. À quoi pensez-vous? À quoi vous destinez-vous? Est-ce que vous envisagiez déjà la carrière d'écrivain ou pas du tout? Si vous me le permettez, je voudrais revenir un peu vers les 10 ans, parce que ça va expliquer beaucoup de choses après. À 10 ans, à l'école primaire à la Cité Petit, à Oran, où je suis né, l'instituteur nous avait emmené devant un placard bleu qui était plein de livres. Je lui avais demandé d'en choisir un au hasard. J'ai pris un livre de la bibliothèque verte. Et que racontait ce livre? Il rappelait que des enfants de mon âge étaient appelés à faire un grand tour dans le monde. Et pour cela, il fallait qu'ils apprennent à sauter en parachute. Donc l'instructeur arrive avec le parachute, il leur explique comment ça fonctionne. Et il leur demande s'ils avaient des questions à poser. Il y en a un qui a levé
son doigt et qui a dit je suis dans l'avion, je me jette dans le vide, mon parachute ne s'ouvre pas, qu'est-ce que je fais? L'instructeur, très calmement, lui dit tu iras au magasin, t'en donneras un autre. Ça m'a fait rire. Je me suis senti un peu intelligent et je me suis dit, quand je serai grand, j'écrirai des livres. Je n'ai pas dit que je voulais devenir écrivain, je ne sais pas très exactement ce que ça voulait dire. À cet âge-là, on veut devenir footballeur, acteur de cinéma, mais pas écrivain. Et à 15 ans, je me souviens, j'avais écrit mon premier texte, c'était un conte que m'avait raconté ma mère. D'ailleurs, c'est le seul conte qu'elle m'a raconté de sa vie. Et il y avait le journal La République d'Oran qui publiait 2 pages hebdomadairement qui s'appelait Nous les jeunes et qui paraissait le jeudi. Le jeudi, on n'allait pas au collège. Puis qui nous demandait aux jeunes de leur envoyer des textes. Je leur ai envoyé ce conte, je ne vous dis pas dans quel état j'étais, tremblant, la boîte aux lettres, et tous les jeudis, j'attendais, mais il n'y avait rien. Et un jeudi, il pleuvait. Et ma mère m'avait dit, quand il pleut, c'est toujours un bon signe. Je vais acheter le journal, je l'ouvre, j'ai failli m'évanouir, il y avait mon texte, avec une illustration en plus. Alors, j'ai failli montrer le journal aux moustiques, aux lampadaires, aux voitures en stationnant. Tout d'un coup, c'était comme si j'étais autorisé à écrire. J'ai eu mon visa d'écriture et entre 12 et 15 ans, j'ai passé mon temps à faire la cueillette des mots, à me constituer un vocabulaire, etc. Je lisais beaucoup et puis voilà, après j'ai travaillé dans ce journal. J'ai fait des livres plus tard. On parlera de vos livres. Mohamed, alors vos 15 ans. Alors, je n'étais pas un fabuleux conteur comme l'était déjà Abdelkader, mais je me souviens, c'est étonnant, cet âge-là, c'est que je démarrais au lycée et à l'époque, on n'avait pas de stage découverte, mais j'ai quand même écrit 2 lettres pour être journaliste. Donc, une lettre à Femme Actuelle, je voulais être au milieu d'une rédaction de femmes, peut-être, je ne sais pas, et au Canard enchaîné, que je lisais déjà. Mais je rêvais, et pour moi c'était un rêve impossible, de travailler dans le livre. Alors je savais pas ce que c'était qu'un éditeur par exemple, et encore moins un écrivain, parce que même à 15 ans, je n'avais vu que des écrivains morts, puisqu'il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui des contemporains qui venaient dans les classes, etc. Mais c'était un fantasme encore, l'écriture. Les écrivains algériens, par exemple, ils comptaient à cette époque-là, à 15 ans, ou ils sont venus beaucoup plus tard? Non, ils comptaient déjà. Ils comptaient déjà. Khatab Yassine comptait, Mohamed Dib. Moi, j'ai essayé de tout lire. Alors là, c'est aussi bien de la littérature populaire que d'ailleurs dont les professeurs pouvaient se moquer. Hein, je me rappelle Guy Descartes. Mais j'étais content de terminer des livres sans images qui faisaient 200 pages, 300 pages. Et je me sentais... Il y avait une proximité avec la littérature maghrébine au sens large, d'expression francophone. Ça m'attirait déjà. Kader, les grands, là, ceux que l'on a cités tout à l'heure, on parlait du centenaire de Dib. Alors Dib, bien sûr, mais Feraoun, Kateb, peut-être d'autres. Ils comptent, vous les lisez à ce moment-là? Alors, la première année de l'indépendance, on a découvert les écrivains algériens. L'école s'appelait déjà Mouloud Feraoun. Au programme, on avait Phèdre de Racine, on avait Nazim Hikmet, Paul Éluard, beaucoup d'auteurs français qui appartiennent au patrimoine mondial de la littérature. Et ma vraie découverte avec Mohamed Dib, pour le citer, c'était au lycée. C'était en classe de 4e. Un très beau poème, moi qui parle algérien. Voilà, je dirais même qu'à mon âge, j'ai le complexe de Dib. Voilà. Donc, ce qui fait que cette littérature qu'on ne connaissait pas,
On l'a découvert en 63, 64, 65, 66, quoi. Tout d'un coup, on avait des écrivains. Et ça a été important pour moi. Moi qui m'intéresse à l'histoire littéraire. Et ça, c'est important. Je crois qu'on a eu cette génération. On a constitué le premier lectorat algérien, grâce à l'école, grâce au lycée, d'une littérature qu'on ne connaissait pas du tout. On connaissait de la poésie populaire, mais pas des écrivains édités, qui plus est, dans les grandes maisons parisiennes. Alors, on va feuilleter votre littérature. À vous, je commence avec vous. Vous avez commencé par écrire les titres que j'ai cités tout à l'heure. Un été de cendre en France a été suivi Sable rouge, 31 rue de l'Aigle. Ça, c'est 3 livres qui ont trait à l'Algérie douloureuse là, des années 90. Et puis après, il y a ce livre, j'aimerais que vous nous en disiez un mot, c'est Camping. Avec ce titre, donc on plonge dans l'enfance, mais on plonge aussi dans ce petit monde qui est un peu représentatif de l'ensemble du monde, en tous les cas du monde algérien de l'époque. Camping 0 étoile, pour situer d'abord la chose. C'est pas le Club Med. J'y ai passé de bonnes années avec mes enfants, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas inintéressant de faire un livre à partir du camping. Qu'est-ce que c'est qu'un camping? C'est pas grand, un camping, 100 mètres de long, 80 mètres, mais il est représentatif d'une société. Les gens viennent de toutes les régions, même de l'étranger. Et puis il y a une ambiance, il y a beaucoup de matière vivante, joyeuse, malgré les difficultés matérielles, l'approvisionnement en eau, etc. Je dis, ce serait bien une sorte de comédie un peu. C'est pour ça que j'ai écrit, mais il y a une part autobiographique. Voilà, donc ça me coûte souvent. Je pars un peu de ma vie, quoi, mais sans pour autant en faire des tonnes. Et voilà, je pense qu'un camping est représentatif, parce que d'abord, il est vivant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de différentes catégories de personnes. Et on a les personnages dans un camping. Il suffit un peu d'ouvrir l'œil et l'oreille. Au début, je voulais faire raconter le camping par une petite fille, mais j'arrivais pas à attraper sa voix. J'écris mes bouquins quand je saisis un peu la voix. C'est comme si la moitié des choses étaient faites. Et une vieille dame que je voyais, qui était là en train d'attendre, enfin de surveiller la tente, qui écoutait la radio. Ça n'a pas marché non plus. Je me suis dit, tiens, un petit garçon. Et là, j'ai trouvé le petit garçon. Il dit, j'ai presque 11 ans. Et j'ai construit le livre sur le mot presque. Voilà. Tout d'un coup, j'avais les personnages devant moi. Voilà. Vous reviendrez à ce mot presque dans votre avant-dernier livre, avec voilà. L'abbé Lambert. Tout est dans le presque. Ouais. Alors, tout est dans le presque, tout est dans la traversée de la Méditerranée aussi, avec ce livre. Alors, on va jouer un petit peu à saute-livre, hein, comme on joue à saute-mouton, on ne va pas tous les citer. Mais je voudrais qu'on parle un mot de cette gare du Nord. Donc, cette fois, ça y est, on est en France, on est à Paris, on est avec une sorte de trilogie, une trinité de 3 personnages, 3 émigrés qui sont un peu échoués là. Ils ont espéré rentrer et ils n'ont pas pu revenir. J'ai beaucoup voyagé en France. Et puis, je voyais nos émigrés, dans les squares, dans les cafés. Je me suis dit, tiens, voilà, il faut écrire. Il y a des immigrés d'origine espagnole, portugaise, d'Europe. Pourquoi pas écrire un livre sur 3 vieux immigrés. D'abord, moi-même, je suis devenu un Chibani. Et puis, mon père me manquait. Il était à Oran, etc. Et il me fallait trouver les personnages. L'un s'appelle Bonbon Halwa, comme on dit chez nous, parce qu'il est doux et gentil. Le troisième, Bartolo, parce qu'il est un peu lourd. Le troisième, Zalami, l'allumette, parce qu'il est vif, etc. L'un a travaillé dans le Nord, le second à Lyon et le troisième à Marseille. Alors, j'ai croisé ces 3 vies, etc. Voilà, je tenais à... c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont rien à dire. Ouais. C'était ça. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus sur les Chibani. Ouais. Il m'avait beaucoup marqué. Merci.
Alors, Mohamed Aïssaoui, pas tout à fait pendant ce temps, mais on va aussi feuilleter votre publication, vos publications. Ça a commencé avec l'affaire de l'esclave Fursi, un livre pour lequel d'ailleurs vous avez obtenu le prix Renaudot de l'essai. Coup d'essai, tout à fait réussi. Alors cet esclave Fursi, il est à La Réunion et tout d'un coup, il a l'audace d'aller vers le tribunal et de dire « mais moi, monsieur, je suis un homme libre ». Comment vous avez découvert cette histoire? Je l'ai découverte vraiment presque par hasard parce qu'il y avait une vente aux enchères à Drouot, j'habite pas très loin, et il y avait juste 2 lignes dans une dépêche AFP, vente de documents d'un esclave assignant son maître en justice. Et tout de suite, moi, ça m'a attiré. Et je me suis dit, il y aura beaucoup de monde, etc. Et on était grosso modo 2 parce que il y avait moi et puis un groupe de 5-6, une association. Et puis, bon, j'essaie de résumer, mais je découvre un récit extraordinaire d'un homme qui, au lieu de fuir son esclavage, comme pouvaient le faire certains, au lieu de se rebeller, décide de briser ses chaînes en allant en justice. Et là, donc ça se déroulait à La Réunion, et là, il met en branle tout le système esclavagiste. Évidemment, il perd en première instance, deuxième instance, mais il tient un quart de siècle. Et ça dure 26 ans. Ça dure 26 ans. Il est aidé par des procureurs et des avocats, etc. Et c'est une affaire qui m'a c'est une enquête qui a duré 5 ans et demi. Je suis allé 8 fois à l'île de La Réunion et j'ai trouvé que c'était le symbole d'un combat, d'une lutte extraordinaire pour la justice et la liberté. Et vous découvrez son parcours au fur et à mesure un peu de l'écriture de ce livre. Oui, parce que les ventes, le document qui avait vendu aux enchères, ça représentait à peu près un quart de ce qu'il avait vécu, et surtout on ne savait pas s'il avait gagné ou pas son procès. Donc j'ai dû chercher les plaidoiries, j'ai vraiment fait une enquête et je raconte comment je découvre cet homme-là qui moi m'a accompagné, m'accompagne encore, et j'ai eu le bonheur de le présenter à l'Institut français d'Alger, et qui est hasard extraordinaire. Il y avait aussi Hassan Kouyaté qui présentait une pièce de théâtre et il m'a dit je veux adapter ton livre au théâtre, et il y a eu aussi, grâce à Hassan Kouyaté et grâce à l'Institut français d'Alger, l'affaire de l'esclave Fursi au théâtre. Voilà, sur scène. Mise en scène par Hassan et jouée par Hassan dans Le défunt Tarmac. Oui, Abdelkader, je reviens vers vous. Alors, on retraverse la Méditerranée, on repart en Algérie avec ce livre qui est un récit, pas un roman, là, cette fois, mais il y a pourtant un personnage qui sert de guide dans ce livre, Une ville en temps de guerre. Alors, cette fois, on est en 61, 62 et on est à Oran. Oui, c'est encore une partie autobiographique et j'ai vécu certains événements, période tout à fait violente, traumatisante, hein. L'OS, tout cela, la ville qui était découpée comme une pastèque, le barbelé, des attentats, vraiment une violence intenable, quoi. Voilà, donc j'ai voulu raconter ces événements-là, l'enfermement, et je tenais à le faire parce que ça me paraît important de revenir sur cette période, quoi, sans pour autant en faire. Mais toujours est-il que, personnellement, profondément, il me fallait raconter cela. Sans prétention aucune, je crois que le roman doit raconter, bien sûr, la petite histoire, mais aussi la grande histoire, pour essayer de faire comprendre beaucoup de choses. Il y a des vécus, il y a de la mémoire, il y a du sang, enfin voilà, c'était ça. Et à Oran même, qui a été... Et le choix du personnage, pourquoi être passé par un personnage plutôt que de dire je, ou de dire, je ne sais pas, d'avoir un regard un petit peu détaché du il? Oui. Un été de sang, c'était cela aussi, il y avait une espèce de regard détaché, parce que je pense qu'un auteur, quand il met un personnage, le personnage central, il a choisi que ce soit celui-là,
il faut quand même les focales, il faut bien les régler, en tout cas essayer de les régler, parce que il ne faut pas tomber dans la caricature, dans le manichéisme, etc. Il faut une approche qui soit sensible, certainement, et avec les moyens de la littérature. C'est pas, je ne suis pas chef de parti politique, ou etc. Je suis quelqu'un qui essaye de comprendre des événements qui se sont passés, d'autant plus qui ont traversé ma vie. Voilà. Je pense que le rôle de la littérature, c'est cela, sans pour autant pontifier ou autre chose. C'est un témoignage, mais par les moyens de la littérature. Mohamed, le deuxième récit, alors on passe à un autre sujet, l'étoile jaune et le croissant. Vous faites un constat qu'il y a 23 000 justes parmi les nations à Yad Vashem, non? Et que parmi ces 23 000, pas un seul arabe. En gros, c'est pas possible. Je me suis dit que c'était impossible parce que en plus, j'habite dans un quartier juif séfarade. Les séfarades, je vous défie de trouver une différence entre les séfarades et les musulmans. Ils parlent la même langue, ils mangent la même chose, ils dansent sur les mêmes musiques. Ils vivent vraiment, ils vibrent aux mêmes choses. Et chacun de mes livres presque part d'une petite colère qui grandit petit à petit. Et donc, l'étoile jaune et le croissant a mûri pendant presque 20 ans parce que j'avais entendu parler d'une résistance oubliée qui se déroulait à la mosquée de Paris. Et donc, mon point de départ, ça a été ça. Ça a été aussi de dire qu'il y a eu un âge d'or quand même d'entente entre les juifs et les musulmans. On oublie qu'il existe et qu'il a existé des juifs arabes, et notamment en Algérie, l'orchestre El Gusto, par exemple, qui a été reconstitué. C'est une histoire extraordinaire. Donc, je commence à enquêter, et très vite, il fallait pas que je cherche très loin, c'est le fondateur de la mosquée de Paris, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui aime la musique, qui aime le théâtre, qui invite Sacha Guitry à la mosquée de Paris, qui reçoit les parents de Philippe Bouvard, et qui aime aussi les femmes. Je découvre cet homme-là et je découvre qu'il a hébergé, et ça c'est officiel, il a hébergé un musicien juif, un extraordinaire chanteur, et il lui a donné un prénom arabe, et pendant 5 années, Halimi est resté s'est fait passer pour un arabe musulman. Je découvre ça, je cherche, et surtout j'avais envie de prononcer le mot de philosémite. Il y a tellement, ce mot antisémite est tellement ancré que je voulais, à ma petite manière, dire qu'il a existé les arabes philosémites, que il y a plein d'autres cas. Ce qu'a fait le roi du Maroc à l'époque, qui a dit que les Juifs sont ces sujets marocains et qu'on n'y touchera pas et qu'ils ne porteront pas l'étoile jaune, ou alors ils lui en font rajouter une 50aine pour sa propre famille. Tout ça, c'est des choses qu'il fallait dire. Mon livre n'est surtout pas quelque chose de manichéen, de Kader à prendre ce mot-là. Il y a eu aussi des arabes antisémites. Je raconte la Légion musulmane SS, qui a été créée par Hitler. La période était tellement trouble qu'il y avait aussi une brigade nord-africaine qui frayait avec la Gestapo. C'est tout ça que je voulais raconter. Et j'étais vraiment... c'était un accomplissement d'aller au bout, de montrer cet homme-là qui est en couverture, et qu'il avait le statut de ministre, il prenait des risques, donc il a aussi fait des choses qui étaient troubles, mais il a aidé des Juifs à s'en sortir. Et ça, il fallait le dire. Et quand je rencontre Philippe Bouvard, qui est le symbole du côté franchouillard, qui raconte plein d'histoires, etc., et qu'il me dit son père est juif, sa mère est juive, et son père adoptif est juif, et que ses parents, malheureusement, n'ont pas échappé
à la déportation, mais que lui a pu s'en sortir. Ce qui est frappant dans ces deux livres, l'affaire Furcy et celui-ci, c'est que vous choisissez des sujets historiques. Oui. On est dans le réel, dans la réalité, dans l'histoire, mais en même temps, c'est très romanesque ce que vous racontez là, d'une certaine façon. Mais j'allais dire les personnages, mais les hommes et les femmes ont une telle vie qu'elle est romanesque. Il suffit juste de raconter. Il faut juste, c'est une façon de parler parce que il faut reconnaître que c'était un long travail, que c'était pas facile. Je suis allé dans beaucoup de pays. Je suis allé à la Bibliothèque nationale d'Alger. J'ai découvert des choses incroyables. Mais il fallait le dire. Et ce sont des enquêtes historiques, mais je dis que je ne suis pas historien. Je le fais avec mon travail de journaliste qui m'aide beaucoup. Et ça, il faut qu'on fasse ce genre de travail. Montrer qu'il existe des Arabes philosémites, je pense que c'était très important de le dire. Alors, c'est un travail un petit peu comparable d'une certaine façon. Là, on va regarder du côté de vos deux derniers livres, Abdelkader Djemaï, la vie presque vraie de l'abbé Lambert. Alors, évidemment, il y a le presque. Enfin, et puis, c'est marqué roman aussi. Enfin, l'abbé Lambert, il a vraiment existé et c'était quand même, là aussi, un sacré personnage, celui-là. Absolument. J'ai enquêté aussi. Et je me suis dit, c'est un personnage intéressant parce qu'il est emblématique d'une époque, celle de la colonisation. Il est de Villefranche-sur-Mer. Il arrive en Algérie en 1932 sur invitation du gouverneur de l'époque, Jules Carde, parce qu'il avait la réputation d'être un bon sourcier, voilà, un radiésithésiste. Et le maire d'Oran entend parler de lui, il le fait venir, et entre-temps, parce que c'était un abbé tout à fait défroqué, qui aimait les femmes, la misette, et il va dans le village où est né Saint-Augustin, pour chercher de l'eau pour des fermiers. Et il pique la femme de l'instituteur qui va le suivre partout. Même quand elle va venir avec lui à Oran, le maire lui dit, voilà, on va signer un contrat avec vous, essayez de nous trouver de l'eau. L'abbé lui dit, il n'y a pas... Parce que l'eau est saumâtre. Hein, l'eau est saumâtre, oui. Longtemps, j'ai bu le café saumâtre. Hein? J'ai bu aussi, Et il trouve de l'eau, mais il ne trouve pas de l'eau suffisamment pour une population de 360 000 habitants. Et le maire l'avait averti de ne pas aller à une source qui était gérée par une compagnie privée, etc. Il y va pas loin et il ramène de l'eau, comme des bouteilles de champagne au maire en lui disant « Voilà, j'ai trouvé de l'eau ». Le maire lui dit « Ah non, on vous a vu de l'autre côté en train de dire le contrat, il est résilié ». Et l'abbé, sans se démonter, dit « Vous savez, monsieur le maire, je vais devenir maire à votre place ». Et au rang que la population espagnole, très, très catholique, il fait une campagne, mais vraiment moderne, et il se fait élire. Et l'astuce de cet abbé, c'est que même, comment on appelle ça, suspendu, il n'a jamais enlevé sa soutane, ses chaussures, son accoutrement. On le voit avec un casque colonial. Avec un casque colonial blanc. Oui. Parce que ce gars-là avait une grande admiration. Il va même faire 3 livres, ce que j'appelle la Sainte Trinité pour lui. Ouais. Un livre sur Hitler, un livre sur Mussolini, et évidemment un livre sur Franco, qui est pas loin, de l'autre côté de la mer, avec la communauté espagnole, et il est élu. Carton plein, hein. Carton plein, là, il a fait carton plein. Antisémite, anti-arabe, ça c'est même pas la peine de le dire, et il va régner, mais vraiment d'une... Arrivent les gaullistes en 44, hein, il est élu en 34, les gaullistes arrivent en 44,
Il est mis en prison pendant 6 mois. Après avoir purgé sa peine, il va rentrer dans les organismes, il va continuer à exister. Et à l'indépendance, il part en France, à Antibes, et là, il meurt religieusement. Il est enterré religieusement, etc. Je me suis dit, voilà un personnage formidable, entre guillemets, Je disais romanesque, extraordinaire tout à l'heure. absolument. Il n'y a rien à inventer. Hein. Voilà. Et puis, il parle d'une société coloniale. Voilà, comment quelqu'un qui a utilisé la religion, d'ailleurs, l'évêque d'Oran, qui s'appelait Durand, qui est né à Oran, ne l'aimait pas. Voilà, donc, et le gars va créer des journaux, il va faire des meetings, brillant orateur. Je dis, ben voilà. Et comment le conteur, le romancier que vous êtes, l'homme de fiction aussi que vous êtes, s'accommode du poids de l'histoire, parce qu'il a vraiment existé, donc vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, vous devez rester dans les clous de sa vie à cet homme. Comment le romancier, il n'est pas un peu à l'étroit? Mohamed a dit tout à l'heure qu'il n'était pas historien. Moi non plus, je ne suis pas historien, il n'est pas historien. Mais avec la littérature, on peut faire aimer l'histoire. Ah oui. Et pour cela, il faut se documenter, ne pas dire n'importe quoi. Le plus difficile, c'est quand vous amassez beaucoup d'informations, de documents, etc., comment tailler dans cette matière pour à la fois que ce soit réel et de la fiction, en respectant les faits, les événements. Et c'est ça, j'aime beaucoup me documenter. Peut-être parce que j'ai rêvé d'être historien aussi. Voilà. Bon, j'ai fait le livre sur l'émir Abdelkader aussi, voilà, La dernière nuit, sur Matisse à Tanger, voilà. Zora sur la terrasse. Zora sur la terrasse, toujours cette propension à taquiner l'histoire. Taquiner l'histoire. Et puis l'histoire a beaucoup de choses à nous apprendre, parce que l'histoire, au fond, hein, même si on exagère un peu, c'est un roman, l'histoire. Et puis, juste parce que c'est vrai qu'on dit historien, journaliste, etc. Mais moi, j'ai découvert, à force de chercher, que c'est pas parce qu'on est historien qu'on n'est pas subjectif. Donc, notre travail, c'est d'être le plus juste possible. Et de toute façon, souvent, on le dit, mais moi, je l'ai toujours constaté, que la réalité dépasse la fiction. Donc, autant s'inspirer de la réalité. Alors, oui, et puis en plus, que ce soit le roman, la nouvelle, enfin la production littéraire, j'aime bien qu'un roman m'apprenne une chose. Quel est le plus grand arbre du monde, ou des trucs. Ça ne m'empêche pas. Je ne vais pas faire un document, pas du tout. Le petit gâteau sur la cerise sur le gâteau. On se dit, tiens, on a appris une chose. Il y a des histoires d'amour, bien sûr, mais on a appris quelque chose. Alors, l'humour. Oui. Comment dit-on humour en arabe? Alors, c'est une sorte d'anthologie. Oui, c'est vraiment une anthologie. Voilà. Alors, vous êtes allé chez les auteurs du monde arabe, du Maghreb. On trouve Smaïn, Gad Elmaleh, on trouve Jamel Debbouze, Felak, bien sûr. Et puis aussi le patrimoine un peu anonyme. Oui, bien sûr. Et vous vous êtes amusé à faire ça? Ah ben, je me suis amusé pendant 6 mois, mais alors, et c'est parti d'un défi avec une amie qui n'arrêtait pas de m'embêter avec l'humour juif, l'humour juif, l'humour juif. Je dis, tu sais, il existe aussi l'humour arabe. Ah bon. Et dans le livre, en fait, l'humour juif et l'humour arabe, ils sont très, très... Oui, vous citez, il y a des blagues juives. Oui, dans la première, moi, je l'adore. C'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe. Ouais. Voilà. C'est la plus courte. Mais... la plus courte. Et puis... il y a aussi toute la dimension, l'humour qui est vraiment là, qui dit beaucoup de choses des sociétés, qui est aussi là pour se moquer de ses dirigeants. Oui, ça ressemble beaucoup à l'humour juif. Il y a beaucoup d'autodérision. Et oui, je me suis bien amusé à trouver des blagues, à faire des petits portraits. Là aussi, le tri a dû être difficile. Le tri était très difficile. Et puis, ce qui était amusant mais très instructif, c'est que parmi les portraits que j'ai faits,
sur l'humour arabe, il y a quelques juifs. Oui, donc voilà. Vous aimez retrouver Oui, l'étoile jaune et le croissant d'une certaine façon. Oui. Alors, je reste avec vous, Mohamed, avec ce dernier livre publié, mais ce premier roman pour vous. Alors, le passage au roman, le roman vous taquinait déjà depuis un certain temps. Vous aviez envie de franchir le pas, d'aller vers la fiction? J'aime bien parler cuisine littéraire, donc j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup aussi aiment savoir comment on écrit, pourquoi on écrit, etc. Là, je voulais, autant avec l'étoile jaune et le croissant, j'en ai parlé, Elie Wiesel m'avait aidé, hein. Il m'a dit on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, je laisse la liberté aux gens, s'ils veulent faire un roman, ils font un roman, etc. Je voulais pas qu'il y ait une ligne qui soit romanesque. Qui ne soit pas attestée. Voilà, qui soit pas. Voilà, je voulais rien inventer. Chaque fois que j'écrivais une phrase, j'avais le document, j'avais le témoignage, etc. Là, dans Les Funambules, ça fait longtemps effectivement que j'avais ça en tête. C'était à la fois de garder un réalisme par rapport aux rencontres que j'ai pu faire dans les milieux associatifs, les bénévoles, les gens démunis, etc. Mais j'ai voulu aussi une part de fiction, c'est-à-dire être libre d'inventer des personnages. Alors on va dire deux mots quand même pour le résumer. C'est l'histoire d'un homme qui est en quête d'une jeune femme qui s'appelle Nadia. Et il l'a connue, il a été amoureux, ils se sont perdus de vue. Et il sait une chose, c'est que cette jeune femme travaille dans une association caritative. Donc, tout à fait. Ça va être l'occasion pour lui d'aller dans différentes. On va aller au Resto du Cœur, on va aller à TD Carmonde, on va aller Les Morts dans la rue, on va aller à un certain nombre d'associations qui existent vraiment. Vous allez rencontrer des personnages, des bénévoles qui travaillent, mais aussi des gens qui sont démunis, qui viennent là. Nadia, c'est un prétexte finalement. C'est un prétexte, même si c'est aussi un prétexte à ce moment-là. Pour dire ma vision de l'amour. Ça, voilà quelque chose qu'on peut faire dans le roman. Je voulais pas faire un essai sur l'amour, je voulais juste donner ma petite vision de ce qu'est pour moi l'amour à travers la recherche d'un être aimé. Effectivement, le côté réaliste, c'est que c'est un gamin qui a 9 ans, quitte son pays natal Tiens donc. Ouais, ça me rappelle quelqu'un. Qui, voilà. Et il a 34 ans, lui, dans le roman. Il a 34 ans, c'est mon âge à peu près. Ouais, c'est ça. 64. Et puis, c'est un livre aussi de la gratitude, c'est-à-dire que c'est un livre que je voulais absolument dire merci à ces bénévoles, ces associations qui nous ont aidés, qui aident beaucoup de personnes. Dire merci parce qu'on a parlé d'école tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé à l'école, j'étais accueilli, j'ai pris goût à la langue française grâce aux professeurs. Donc, c'est aussi une manière de dire merci à tous ces profs. Et puis, c'est aussi, et je trouve qu'on le fait un peu trop rarement, c'est une gratitude à l'égard du pays qui m'a accueilli, de la France, et de tout cet incroyable réseau associatif qui sont des machines à combattre la pauvreté qui sont extraordinaires. Donc c'est tout ça, et en même temps c'est des personnages. Il y a aussi un peu d'humour, parce que je mets des blagues, etc. Il y a des personnages que j'ai inventés, mais qui sont nés de ce que j'ai pu voir ou vivre. Donc c'est qui s'appelle Business, voilà, qui s'appelle le philosophe. Ouais, exactement. Et puis je me suis senti plus libre dans le roman de pouvoir. J'avais plus le souci de la vérité, dans le sens où si une personne que j'ai rencontrée a tel prénom que je mets un autre, ou un tel âge, etc. Et ça m'a fait vraiment du bien, parce que ça veut dire qu'il a, pour le roman, mais Abdelkader, lui, il sait ça, parce qu'il fait ça depuis plus longtemps, et que c'est important pour un auteur. Il faut aussi se dévoiler, en fait. Une chose que vous dévoilez peut-être d'une certaine façon aussi, à travers la quête du personnage de Nadia,
c'est bien sûr une sorte d'idéal féminin, Oui. mais c'est un idéal de famille aussi. Oui, Il recherche la famille. Ben, qu'il il n'a le pas. dit, il le dit. En Nadia, qu'est-ce qui l'intéresse aussi? Qu'est-ce qu'il aime? Il aime parce que cette fille, quand il l'a connue, elle avait son père, sa mère, un pavillon, un chien, une voiture, quelque chose qui Tout ce qui ressemble à ce que lui et sa mère idéalisent une famille normale, entre guillemets. Un mot sur le titre. Les funambules, c'est qui finalement? Est-ce que c'est le narrateur, là, cet homme qui est en quête d'eux? Oui. Est-ce que ce sont les démunis qui sont sur le fil de la vie? Ou est-ce que ce sont aussi les bénévoles qui le sont aussi d'une autre façon? Le titre est vraiment le fil directeur de tous ces personnages. C'est-à-dire que c'est aussi bien sûr, les gens démunis, on sait à quel point ils sont sur le fil ténu de la vie. Mais ce que j'ai pu observer aussi, c'est que ces bénévoles aussi ont une fêlure en eux et qui m'en ont parlé. Et évidemment, ce narrateur, en allant à la rencontre de tous ces bénévoles, de tous ces démunis, il va à la rencontre de lui-même et lui aussi est un funambule. Alors, un autre funambule, oui. Pelé. Alors, on parle beaucoup de Maradona ces derniers temps, enfin Pelé, mais là aussi, c'est un prétexte, Pelé. Oui. Alors, on est à Oran, à nouveau, on est en juin 1965, donc l'Algérie est indépendante depuis 3 ans. J'ai 17 ans. Vous avez 17 ans, et la sélection du Brésil, l'équipe brésilienne de foot, va venir jouer. Alors, c'était un événement avec une équipe prestigieuse, Pelé, Garrincha, et puis en face, il y avait l'équipe algérienne avec Makhloufi, Zitouni. La nouvelle équipe algérienne. Oui, mais il y avait des anciens. Zitouni quand même, et Makhloufi. Mais il y a du monde dans le stade. Ah oui, le stade est plus que... Mais il y a quelques personnalités quand même. Oui, il y a Ben Bella, le premier président de la République, qui est là. C'est à la fois un formidable match. Et toute la ville est mobilisée, et même l'Algérie, pour ce match. Alors, j'ai triché un peu, je vais l'avouer. Les Brésiliens sont arrivés à Alger, ils ont fait un match d'entraînement et ils sont venus par avion à Oran. Et moi, je les ai fait venir par le tram. Pourquoi? Parce que j'avais besoin que Nordine, mon personnage central, voilà, aille les attendre à la gare. Pourquoi? À la gare d'Oran. À la gare d'Oran. Que je connais bien. Que ça va me donner l'occasion de déambuler dans la ville. Les lieux emblématiques. Et ils arrivent vers 13h. Le match est à 21h. Que va-t-il faire, ce jeune homme impatient de voir son idole? Il va se balader dans la rue, il va se souvenir de la période d'une ville en temps de guerre, 61-62, de son enfance. Et il m'apportait aussi, et j'étais content d'en parler, c'est l'Haouch, la maison où je suis né, où j'ai grandi. Il y a 3 ou 4 familles pauvres, et qui ont une pièce cuisine, et la cour du Haouch, c'est une cour à ciel ouvert. Les femmes faisaient leur cuisine dans la lessive. C'est toujours ce côté-là qui m'intéresse dans les livres. Ce côté populaire, ces images, ce langage, cet humour. Et puis cette ville aussi, qui est un peu particulière par son caractère, par sa façon de faire. Et puis, il a 17 ans, Nordine. Le match a lieu le 17 juin. Le 19 juin, il y a le coup d'État. C'est-à-dire que ce coup d'État arrive pour lui à un âge... C'est pas un politique, Nordine, c'est un jeune qui veut vivre sa vie. Ce peuple-là, plein d'enthousiasme, l'indépendance, etc., la joie. Et puis, avec ce coup d'État, il y a eu comme une fissure, comme une espèce d'ébranlement. On n'était plus dans la certitude de quelque chose, etc.
Voilà. Et j'ai arrêté le livre le jour du coup du temps. Peut-être y aura-t-il une suite après, mais toujours est-il que c'est un moment important quand même, ce 17 juin, avec toutes les conséquences qu'il y a. Puis ça m'a donné l'occasion aussi de croquer des personnages, réels ou imaginaires. Là aussi, comme le camping, il y a une matière, il y a des gens. Là, le romancier a pris le pas sur le... Voilà, il y a des personnages, mais surtout, il y a des personnes. Alors, ces rencontres, on l'a dit tout à l'heure, s'inscrivent dans le cadre « Je viens de loin, j'écris en français ». Alors, Mohamed Aïssaoui, je reviens vers vous, parce qu'il y a deux phrases que je vais vous citer, l'une qui est dans votre livre, dans Les Funambules, c'est le personnage qui parle, une autre que vous prononcez directement. Le personnage dit « Je ne parle pas la langue de ma mère ». Et vous dites par ailleurs « Je suis un analphabète de ma langue natale ». Alors, cette position, là, comment vous la définiriez? C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de dépassé? Comment vous vous situez dans ce... C'était quelque chose de douloureux que j'ai pu dépasser. Ça, c'est parce que ce que j'ai toujours pas dépassé, c'est que c'est cette façon de ne pas avoir les mêmes mots que ma mère. C'est-à-dire que ma mère, je m'entends formidablement bien avec elle, mais on est en dehors du langage parce que on peut pas avoir une discussion. Ne serait-ce que sur quel film tu as vu, etc. Les livres, j'en parle même pas. Donc, je dis, je ne parle pas la langue de ma mère, c'est compliqué pour échanger sur des choses profondes. Et ça me manquera toujours, hein, parce que, voilà, on a envie de... Même de dire ses émotions, par exemple, c'est très compliqué quand on n'a pas la même langue. La finesse du vocabulaire. Voilà. Et je suis analphabète de ma langue maternelle, dans le sens où je n'ai pas appris l'arabe littéraire, la complexité du Maghreb dans sa totalité, c'est qu'elle vit avec deux langues, même encore aujourd'hui. Abdelkader connaît encore ça beaucoup mieux que moi. Le dialectal, qui est la langue de la rue, de tous les jours, et puis le littéraire, qui est la langue officielle, écrite, qui est celle des journaux, aussi bien télévisés, des films d'ailleurs, etc. Et donc, je dis aussi que ma mère est une alphabète bilingue, c'est-à-dire qu'elle ne sait parler ni le français, ni sa langue normalement natale. Mais vous dites, vous avez dépassé ça parce que le français vous a permis de découvrir, d'aller ailleurs. Oui, bien sûr, et parce que j'ai, comment dire, j'ai adopté, ou peut-être que c'était peut-être plus correct de dire que la langue française m'a adopté. C'est peut-être plus près de la réalité. Et donc, ça me permet aussi de m'exprimer, de pouvoir écrire des livres, tout ça. Donc oui, j'ai dépassé parce que j'ai retrouvé une langue. Le côté douloureux, c'est de ne pas pouvoir échanger avec des gens qu'on aime. Voilà quoi. Abdelkader, sur ce problème, je crois que c'est un problème, en tous les cas, cette réalité de langue, de plusieurs langues. Le Dib, on revient à Dib. Vous disiez que vous aviez le complexe de Dib avant. Excellent jeu de mots, par ailleurs. Vous citez dans un de vos textes Dib, qui dit ceci: « Le français est devenu ma langue d'adoption, mais en écrivant ou parlant, je sens mon français manœuvré, manipulé d'une façon indéfinissable par la langue maternelle. » Et vous ajoutez plus loin, à propos de Dib, il est dans une relation sereine et féconde avec le français. Est-ce que vous êtes dans une relation sereine? Tout à fait. Je n'ai aucun complexe à parler ou écrire en français. Ce n'est pas une question pour moi. Le français n'est pas ma langue originelle, c'est ma langue originale. C'est ma langue de métier, c'est une langue que j'ai adoptée par passion aussi. Par passion. Le problème, c'est que je ne maîtrise pas l'arabe littéraire, d'autant plus que ma génération, je parle des années 50,
l'arabe classique n'était pas enseigné. Ça, c'est clair. C'était le français. C'était le français. Et moi, c'est un choix naturel. Et en quoi vous dites que cette langue mon français, manœuvré, manipulé d'une façon indéfinissable par la langue maternelle? Pouvez-vous dire un petit peu comment votre français est manœuvré? Oui, dans certains de mes romans, il y a des expressions que je glisse, etc. Ce que j'appelle, moi, cette langue souterraine, qui est la langue maternelle, qui vous accompagne dans votre vie d'homme. Voilà. Moi, j'ai la chance de parler l'arabe dialectal populaire à la maison, etc., tout le temps. D'ailleurs, quand je demande de parler l'arabe populaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Des compatriotes, qu'ils soient marocains ou tunisiens, etc., que je les rencontre en France. Bien, des salutations d'usage, et on glisse tout de suite sur le français. Et puis à la fin, on se salue peut-être en arabe, et puis voilà, quoi. Et j'ai le sentiment que plus je parle l'arabe dialectal, excusez-moi, mais j'ai l'impression que j'écrirai mieux en français. C'est bizarre, mais c'est pas... Mais Abdelkader, ce que vous décrivez, c'est un sabir. Parce que moi, j'entends dans les radios, etc., Khotati, bonjour, j'espère comment vous allez bien. C'est avec des mots arabes, dialectales, etc. C'est malheureusement pas encore, c'est pas un langage. Oui, mais si on prend la poésie populaire, si on prend la langue de Abdelrahman Kaki, qui m'a beaucoup influencé, Kaki aussi, dans le mouvement de l'écriture, etc., l'arabe populaire a donné une très belle poésie. Et c'est ça. Qui est écrite? Oui, qui est écrite, bien sûr. Alors, dans certaines chansons d'Ahmed Ouabi ou de Blaoui ou d'autres, l'Anqa, etc., c'est le patrimoine populaire, poétique, qui date du XVe siècle, XVIe siècle, du XVIIe. La langue d'usage. Moi, le fait, par exemple, d'appeler un personnage Zelamid, c'est de la populaire, quoi. Ça m'accompagne. C'est dialectal. C'est du dialectal, oui. Alors, vous venez d'apprendre que Les Funambules allaient être traduits en arabe. Vous êtes très content, évidemment. Oui, je suis fou de joie. Oui, c'est incroyable. Vos autres livres, Kader, sont traduits Oui, le livre sur l'émir Abdelkader est traduit en Égypte. Je suis traduit en italien, en allemand. Je parlais en arabe. En arabe, le seul pays qui va traduire en arabe, c'est l'Égypte. C'est un regret que les autres ne soient pas traduits? Oui, je me dis, bon. Mais c'est vrai que, vous savez, la langue française, ce qu'elle m'a apporté. Elle m'a apporté l'occasion de découvrir les autres littératures. Je n'ai pas lu Hemingway en anglais, enfin en américain. Je n'ai pas lu Garcia Marquez en espagnol, ou Cervantes, ou tous les grands auteurs. Je les ai lus grâce à la langue française. C'est ça, c'est la langue française qui m'a ouvert vers d'autres littératures, vers d'autres regards, d'autres aspects. Et c'est ça la force de la langue française. Une dernière question avant de passer la parole à Anis Mezaour pour les questions des auditeurs, spectateurs, sur la force du roman. J'aimerais bien vous entendre parler, vous avez écrit des essais, vous avez des enquêtes, et puis vous êtes passé au roman. Qu'est-ce que le roman, selon vous, apporte de plus comme outil? Alors, outil pédagogique, ça serait peut-être trop dire. En tous les cas, outil pour l'écrivain. Très intéressant. C'est une liberté extraordinaire, dans le sens où on peut tout dire. Ça demande aussi une exigence dans la recherche d'écriture. On est, quand on se documente, comme Abdelkader et moi on l'a fait, en fait on est porté par ce qu'on trouve. Et là, il faut chercher en soi. C'est formidable, c'est plus complexe, c'est vraiment une liberté formidable.
Et puis, je pense qu'on peut dire plus de choses dans le roman. Ça, c'est… Peut-être que d'ailleurs, on dit plus. Vous avez écrit aussi des récits. Il y a des livres. Vous avez écrit un livre sur Camus Oran. Là, c'est vraiment un essai. Mais qu'est-ce que le roman donne de plus? Je voudrais revenir rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure. Mohamed Lib disait l'écrivain, c'est celui qui cherche sa langue dans la langue apprise. C'est ça le travail de l'écrivain. Comment, par rapport à les langues, essayer de faire des choses. Moi, le roman, j'aime beaucoup le roman parce que bon, vous l'avez prouvé. Oui, je trouve que je suis bien dans un roman. Et je regrette de ne pas avoir suffisamment écrit des nouvelles, parce que j'adore d'écrire des nouvelles, qui est un travail de précision, ce qu'on voudra, etc. La nouvelle est un très bon exercice d'écriture. Mais le roman, je suis à mon aise. Pourquoi? Le roman est le produit du voyage aussi. Il y a le paysage, il y a des personnages, il y a mille et une possibilités. Et puis le roman a la capacité de faire vivre des choses. C'est ça qui est important. La littérature, c'est aussi la vie. C'est sur cette belle phrase que nous allons passer la parole à Anis Mezaour, donc pour les questions qu'il a pu recueillir auprès des auditeurs et spectateurs. Anis, c'est à vous. Bonsoir messieurs, merci pour ce très très bel échange je vois bien, qui a suscité effectivement beaucoup de questions des quatre coins du monde. Alors, je pense que nous allons commencer avec l'Algérie. Hein. On a Fazila d'Algérie qui a plusieurs questions pour les deux auteurs, qui demande en fait une question que je me pose toujours. Est-ce que vous connaissez la fin avant d'écrire ou vous improvisez au fil de l'histoire? Oui, parfois je connais la fin, mais pas souvent. Toujours est-il que l'important c'est de commencer. Voilà, et puis au fur et à mesure, écrire un livre, c'est rentrer dans une forêt qu'on ne connaît pas. On a peur d'y entrer parce qu'on va se perdre, on a froid, il y a le loup qui va nous manger, etc. Et on se trompe, mais en se trompant de chemin, on jette des petits cailloux comme le petit poussé. On sort de la forêt, pour écrire le roman, il faut revenir ramasser des petits cailloux. C'est ça pour moi l'image de la construction d'un roman, parce qu'un roman, ça se construit, c'est un pléonasme, il y a un début, voilà, et il y a une fin. Mais c'est vrai que la fin, comme le début aussi, elle est très importante, parce qu'il faut que cette fin soit ouverte, il ne faut pas qu'elle soit clôturée, fermée. Parce qu'un roman, c'est quelque chose qui doit susciter des questions. Voilà. Il donne peut-être des réponses. Mohamed, peut-être. Oui, la question d'abord est très intéressante, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la cuisine littéraire, comment ça se passe, etc. Il faut dire à cette personne que d'abord, il n'y a pas une façon d'écrire un roman, donc qu'elle trouve sa façon à elle, c'est la chose la plus importante. Et par exemple, pour mon cas, pour les funambules, j'avais une fin, j'ai terminé, j'ai donné mon manuscrit et mon éditrice m'a dit ça serait bien que tu rajoutes un chapitre de fin, comme si j'avais pas fini en fait le livre, et c'est vrai, parce que le narrateur trouve la fêlure des autres, mais il parle pas de la scène. Et elle m'a dit, ce serait bien que tu rajoutes un chapitre sur la fêlure du narrateur. Donc voilà, il y a tellement de manières d'écrire. On peut commencer par la fin, il y en a qui commencent par le début. Moi, c'est un vaste matériau, comme plein de puzzles que j'essaie de rassembler après. Et ce qui est toujours c'est assez fantastique, c'est que chacun a sa manière de rassembler ce puzzle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il est bloqué, ouais, c'est bloqué. Ouais. Ouais. On peut continuer. À ce moment-là, on peut peut-être prendre le relais. Anis interviendra quand il pourra. Je reviens sur cette histoire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, sur le romancier et l'histoire en particulier. Lorsque vous écrivez sur l'émir Abdelkader, même sur Pelé, sur les dirigeants algériens, sur Matisse, sur l'abbé Lambert, sur ces personnages qui ont existé, Mohamed sur l'esclave Sursi, sur le fondateur de la mosquée de Paris. Voilà, exactement. Tous ces gens qui ont véritablement existé, dont on peut trouver trace dans les livres d'histoire, dans les documents. Est-ce que le romancier, il n'est pas un peu engoncé dans cet habit? Est-ce que l'histoire n'est pas là? Et est-ce que c'est pas une chape trop lourde de temps en temps? L'important, c'est d'essayer d'être au plus près des choses et des êtres. Au plus vrai? Non. Oui. Mais la fiction est là aussi pour soutenir le réel. Il n'y a pas de dichotomie, la fiction. Il y a le réel, il y a la réalité de ces personnes qu'on met en scène, etc. Il faut avoir l'honnêteté aussi de ne pas inventer des choses. Parce qu'au fond, parler d'un personnage important, c'est une approche, comme toujours. Il faut trouver la mesure, trouver quels sont les éléments, les matériaux qui pourraient rendre justice à cette personne. Mais on n'est jamais... c'est pas des biographies, c'est un roman. Le biographe doit être scrupuleux, le biographe doit être précis, etc. Mais le romancier, lui... à cette liberté, mais il ne faut pas qu'il en abuse. Oui, bien sûr. Mohamed, non, mais je pense qu'on a un devoir d'honnêteté, surtout quand on part sur des personnages qui ont existé. Et une définition du roman, c'est s'affranchir du regard des autres. Ça, c'est important. Voilà. Alors, on repasse la parole à Nice, parce qu'apparemment, la liaison est rétablie. Des soucis de liaison, je prie de m'excuser. Alors, tout à l'heure, la transition, en fait, était toute trouvée avec ce que disait Mohamed Aïssaoui, puisque Fazila demande toujours demande, écrivain pour vous, est-ce que c'est plus un métier ou une passion? C'est des questions pour les deux très intéressantes. Instinctivement, ça ne peut pas être autre chose qu'une passion. Parce que de toute façon, un métier, ça voudrait dire qu'il y a une grille de salaire, ça voudrait dire que une rémunération régulière, tout ce qu'on veut, etc. Et il y a tellement d'auteurs qui ont écrit par passion et qui sont restés dans l'anonymat ou qui ont été précaires, etc. De toute façon, une chose est certaine, on ne peut pas se plonger dans un récit, dans un roman, sans passion. Je pense que c'est le véritable moteur, c'est ce qui nous guide. Moi, quand je commence un livre, si jamais je me dis il faut 5 ans et demi pour que je termine, je commencerai jamais. Donc, je fonce. Il y en a qui peuvent s'arrêter d'ailleurs au milieu. Moi, j'étais, pour l'affaire de l'esclave Fursi, j'ai failli arrêter au bout de 2 ans et demi parce que je me dis, mais qui ça va intéresser cette histoire d'un esclave qui a assigné son maître en justice à l'île de la Réunion en 1817? Je me suis dit, mais t'es malade de passer autant de temps. Et puis après, on va au bout et voilà. Il n'y a pas de meilleur carburant dans la vie et dans tous les métiers que la passion. Hein. Mais aussi, dans ce métier, il y a la patience. Entre la passion et la patience, il faut trouver sa mesure, sa respiration. Et je trouve que l'un des plus beaux mots de la langue française, c'est le mot apprentissage. Hein, tout métier est un lent apprentissage. D'autant plus que ce mot, il y a 2 choses dans ce mot. Excusez-moi. Tu veux que je prenne le relais?
Tu veux que je prenne le relais? Ouais. Oui, oui. Moi, juste pour compléter ce que vient de dire Abdelkader, pour faire le lien entre métier et passion, donc clairement, on ne peut pas le faire sans passion, mais n'oublions pas que c'est aussi un métier dans la technicité, c'est-à-dire écrire, c'est plein de choses, ce n'est pas que des techniques, mais c'est aussi des techniques. Moi, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture. J'ai progressé, je crois, grâce à ce que d'autres m'ont appris. Et donc, c'est bien d'avoir mis ces deux mots ensemble, métier-passion, c'est évidemment, donc, pour résumer, une passion, mais c'est aussi un artisanat. C'est-à-dire que écrire, c'est énormément réécrire. Je connais très peu d'écrivains, j'ai la chance d'en rencontrer beaucoup. Je connais très peu d'écrivains qui écrivent de la première à la dernière ligne sans rien changer. Je veux dire, quelqu'un comme Patrick Modiano, il fait et défait et refait et redéfait sans cesse. Donc, c'est une passion et un artisanat pour résumer. Et pour revenir au mot apprentissage, dans le mot apprentissage, il y a apprendre et le tisser. Il faut apprendre dans la vie à tisser. Ouais. Et dans le métier, c'est toujours une histoire de tissage, surtout en ce qui concerne l'écriture et l'artisanat. Ouais. Le boulanger fait du pain, le mécanicien répare des voitures, le vitrier remplace des vitres. Un écrivain, il écrit des mots. Et c'est quelqu'un de très normal, quand même, parfois froid. Et nous sommes en hiver. Alors pareil, très très belle transition avec la question de François qui vous demande depuis la France, qui dit merci aux enseignants qui sont souvent des passeurs, des médiateurs vers les livres et la littérature. Est-ce que vous avez l'un et l'autre en mémoire, un enseignant qui aurait particulièrement changé votre vie et peut-être été à l'origine de votre carrière littéraire? Moi, je viens de participer à un ouvrage collectif qui est paru hier, lundi, qui s'appelle « Mon prof, ce héros ». Et c'est un livre hommage publié par les presses de la Cité, en hommage à Samuel Paty. Et chacun des 20 auteurs, qui soit historien, soit écrivain, soit journaliste, raconte ce prof qui les a marqués. Et moi, c'est mon maître de CM2, donc j'arrivais pratiquement d'Algérie, et qui m'a donné il était linguiste aussi, c'était un instituteur qui était linguiste, et qui m'a vraiment transmis à la fois le goût de la langue française, donc le goût de l'analyse des mots, de la tentative de compréhension, etc., et la poésie. Et c'est quelqu'un avec qui je suis en contact 40 ans après, et je lui ai rendu hommage dans ce livre « Mon prof, ce héros ». Donc, et les bénéfices de ce livre vont à une association de la Fondation de France qui s'appelle « Égalité des chances ». Voilà. Je l'ai dit, j'ai fait ma petite page promo. Abdelkader Oui, il s'appelait Monsieur Dalash Gilali. Il était au lycée Haboub-Boutoulis et c'est lui qui m'a fait découvrir vraiment des auteurs. Hein. Avec lui, on a pris, ça fait un peu chic, Phèdre de Racine aussi, j'ai oublié de le citer. C'était Guy Descartes. Il avait une qualité pédagogique formidable. Il faisait cela avec enthousiasme. Voilà. Je tenais à... C'était l'occasion de le faire. Merci pour la question. Alors, on va prendre plusieurs questions en fait qui parlent de vos sources d'inspiration. Alors, toujours Fazila d'Algérie qui vous demande quel est l'endroit qui vous inspire le plus pour écrire? Toujours pour les deux auteurs. Tu veux que je réponde? Il n'y a pas d'endroit précis, vous savez. Tout vient de l'enfance. Hein. J'habitais une pièce cuisine, j'en parlais là où on était nombreux. Hein, mais ça m'a donné cette espèce de, je ne dirais pas de capacité, de travailler et d'écrire n'importe où, dans la rue, sur une terrasse, sous un arbre. Je n'ai pas proprement parlé
de bureau au sens classique, tout est rangé, bon, c'est un peu désordonné. J'ai fait presque 20 ans de journalisme, j'avais la clé de mon bureau, mais je n'allais jamais au bureau. Je faisais ça au desk, dans les bureaux des copains, au café ou ailleurs. Beaucoup de café, hein. À ce côté un peu errant, nomade, bon, mais ça vient de l'enfance. Voilà, alors, je peux conseiller, c'est François, c'est ça, ou Françoise? François? C'est Fazila, d'Algérie. Voilà. Je peux lui conseiller un livre que je viens de lire et dont j'ai parlé, qui s'appelle Atelier d'écriture par Martin Winkler, qui est l'auteur de La maladie de Saxe et Le cœur des femmes, qui est vraiment un auteur fantastique et qui est médecin. Et lui, il y a quelques pages consacrées à l'inspiration. Et il dit l'inspiration et l'imagination, ça peut venir de n'importe où, de n'importe quoi. Donc voilà, pour ma part, c'est plutôt dans les cafés, mais ça peut être vraiment n'importe où. C'est un endroit où il faut tâtonner et trouver là où on est le mieux. Ça peut être au milieu de beaucoup de gens, ça peut être dans la solitude. Voilà. Alors François, justement, vous demande quelle culture vous inspire le plus et vous influence le plus dans votre œuvre littéraire? On peut parler, enfin, ce qui me concerne de façon générale, c'est la culture méditerranéenne, de façon, voilà, sans pays précis. Voilà, donc c'est ça, cette culture-là. Ça ne m'empêche pas de m'intéresser à des cultures latino-américaines ou toujours par l'intermédiaire des écrivains de ces continents. Hein. Vous voyez la puissance de la littérature. C'est d'aimer d'autres choses, d'autres pays, etc. Mais voilà. Oui. Moi s'il faut en dire un, c'est évidemment, c'est un auteur algérien d'ailleurs, Albert Camus, qui vraiment à la fois m'a guidé, c'est presque un père spirituel. Voilà, après il y a d'autres auteurs comme Modiano, Maupassant, c'est plutôt dans la lecture, voilà, peut-être. Et je pense que pour ceux qui ont posé des questions autour de la littérature, je crois qu'il n'y a pas de séparation entre lire et écrire. Voilà. Très bien. Diana qui nous demande depuis le Mexique, quel est le sujet pour vous qui vous inspire le plus au moment d'écrire vos livres? Le sujet? Le sujet, pardon? Le sujet qui vous inspire le plus au moment d'écrire, le plus aimé pour vous, qui vous inspire le plus au moment d'écrire vos livres. Si vous avez un sujet particulier qui vous inspire souvent. De toute façon, d'une façon générale, c'est la société. Hein. C'est ça qui est le plus important, je pense. C'est tellement plein de choses, une société, c'est tellement plein de problèmes, plein d'espoir aussi, c'est pas pour rester dans des trucs. Et puis, ça dépend aussi des inspirations. Vous voyez, les sujets restent ouverts. Particulièrement en ce qui nous concerne, ceux qui ont un caractère historique. Et de mon côté, donc ce sont surtout des hommes et des femmes, évidemment la société aussi, mais toujours pour que ça soit assez fort pour démarrer un projet et que tous n'aboutissent pas forcément, c'est me dire qui va raconter et comment. Donc quand j'ai trouvé, d'ailleurs tu l'as soulevé sur quand tu tâtonnais pour savoir comment tu allais pour camping, comment tu allais parler de ce sujet-là. Et c'est ça que je peux me permettre aussi de conseiller, c'est, tu as parlé de l'enfance, de quand on raconte et qui raconte. Quand on a trouvé ça, après, bon, il y a beaucoup de travail, mais c'est déjà un lancement pour le projet. Très bien. Alors, il nous reste beaucoup de questions. Je pense qu'on va conclure malheureusement. Je repasse la parole à Bernard Magnier. Merci beaucoup en tout cas pour les questions. Merci. Merci à Anis Mezaour et puis à tous les gens qui ont posé des questions. J'ai vu plusieurs prénoms s'afficher là sur la tablette qu'on m'a fait passer. Mais bon, il est temps, il faut arrêter une rencontre comme beaucoup de choses. Je voudrais vous
vous dire que c'est la dernière de cette année, bien sûr, mais qu'en 2021, il y aura d'autres rencontres. Nous irons sans doute du côté du Liban, nous irons certainement du côté du Maroc. Et puis, il y aura aussi une rencontre avec, autour de la langue française. Mais cette fois, on invitera plusieurs écrivains qui ont d'abord écrit dans une langue et qui sont venus au français après, qui ont changé de langue, qui ont fait cette performance, qui ont changé de langue. Et donc, on essaiera de voir avec eux comment le changement de langue permet ou ne permet pas un certain nombre de choses, ce que l'on peut dire dans une langue ou pas. Voilà, merci vraiment à tous les deux d'avoir joué le jeu des questions, d'avoir répondu et d'avoir enrichi le propos littéraire. Ceux qui ont envie de revoir peuvent revoir cette rencontre en replay, comme on dit en très mauvais français. Et dites-le aussi à vos amis, si vous avez apprécié, vous pourrez nous retrouver en replay. Donc, merci à tous, bonne fin de soirée et bonne lecture. Et merci Bernard pour la qualité des questions.